Alors, cette musique, en fait, je vais vous parler pas tellement d'images, mais surtout de narration, et donc du rapport entre verbe et musique, et imagination. La musique est constituée d'une partie exécutée donc, par un quatuor à percussion, dont on voit le dispositif impressionnant ici, puisque donc, une version intermédiaire, in progress, va être donnée demain. Donc, quatuor à percussion, 2 musiques préenregistrées, notamment des... Alors, bon, il était question de bruit de volcan, mais je crois qu'il n'y en aura pas. Surtout des voix, et aussi de voix en direct, qui sont les voix des percussionnistes eux-mêmes. Le livret, alors je vais vous le montrer, je vous en montre une page de loin, mais de loin, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qu'on voit de loin, c'est-à-dire les couleurs. Ce sont des niveaux de narration et des niveaux de musique qui s'entremêlent. Chaque couleur, là c'est un plan général du livret, une synthèse très résumée. Chaque couleur correspond à un fil dans la narration et un fil dans le déroulement de la dramaturgie et dans le déroulement de la matière musicale. Donc il y a un entrelacement de plein de niveaux différents. Et notamment, alors ce qui est le plus intéressant et ce qui a été à l'origine de la réécriture de cette œuvre, c'est le problème de la narration, que la musique ne suive pas la narration verbale de façon trop linéaire, que la narration fusionne avec la musique, je dirais qu'elle se dilue, qu'elle se s'émiette dans la musique, et puis en même temps qu'on ne perde pas pour autant le fil dramaturgique. Énorme défi, qui a commencé avec une résidence à la Muse en Circuit il y a à peu près 1 an, d'une semaine, où ça a été un travail, un chantier, je dirais, un laboratoire sur comment communiquer du sens avec des mots sans que, justement, le logos apollinien ne devienne trop prédominant et que ce que j'appelle la peau de Marsyas, c'est-à-dire cette espèce de peau bigarrée et pleine d'accidents, d'incongruités, qui peut être une peau musicale, bien sûr, puisque c'est un musicien, mais qui pour moi peut être aussi une peau visuelle, plastique. Cette peau de Marsyas mène le jeu elle-même, le jeu du sens. Alors il y a d'abord... là, je vais faire un petit peu d'analyse musicale, mais pas du tout en tant que musicologue, en tant que quelqu'un qui perçoit cette musique et qui essaye de la suivre et qui a un petit peu travaillé par rapport à cette musique. Il y a donc d'abord une couche de voix féminine préenregistrée, sur lequel repose en majeure partie la narration, qui est à la fois en français et en espagnol, un peu comme la pièce précédente évoquée par Michel Tozzi. Ce sont 2 voix, enfin c'est une voix en 2 langues et en deux vagues, qui parfois sont distinctes et compréhensibles, très claires, et parfois s'entremêlent, mais qui toujours sont très suggestives. Alors j'espère que ça va marcher, je vous passe un très court extrait. Ils gravissent les flancs de la femme couchée. La mujer de pecho de esmeralda. Ixtla. La fascinante. Hasta su grueso manto acolchado. Jusqu'à son épaisse cape ouatée. Voilà, alors là, on distingue quand même bien les deux, la voix, enfin la phrase en français, la phrase exprimée en français et la phrase en espagnol, mais parfois les deux s'entremêlent vraiment pour former une phrase hybride et un matériau purement sonore. Subjugué par le stupéfiant délire de l'âme sin fin,
Los enfants, les aztèques, los amores, boivent les amours y cenizas. Le texte français est le suivant, la phrase est la suivante. Subjugués par le stupéfiant empire de lave, sans fin les Aztèques boivent les amours de. Le texte espagnol dit Los aztecas beben sin fin los amores de lava y cenizas. Les Aztèques boivent sans fin les amours de lave et de cendre. Alors, ce que je trouve très, très beau dans, par exemple, cet extrait, c'est que il y a des amorces de phrases, et puis ensuite on perd le fil. Et ensuite, il y a vraiment une matière inextricable entre la voix en français et la voix en espagnol. Et puis à un moment donné, ça rebondit et on va retrouver, et l'espagnol va finir la phrase française. Y cenizas, les amours de cendre. La phrase amorcée en français est terminée en espagnol comme un relais qui est pris. J'ai oublié de dire que les enregistrements sont donc les enregistrements de la création, il y a 5 ans. Là, je vais vous passer un très court extrait d'un mixage fait pour la prochaine version, donc à Titlan, qui est un mixage qui nous a envoyé l'ingénieur du son Alexis Baskin, puisqu'il n'y a pas eu d'enregistrement encore de cette prochaine version, qui sera donnée pour la première fois demain. C'est une 3e couche vocale qui n'était pas dans la précédente version. C'est une chanteuse qui va venir jouer avec les enregistrements de voix que je viens de vous faire entendre, qui ont été faits il y a un certain temps. Et cette chanteuse joue pour amener une dimension supplémentaire. Je vous fais écouter le court extrait. Les brumes, cuando venga la niebla. Alors, des dieux rondes. Bon, je tenais vraiment à mettre ici cet extrait, même si c'est un petit peu défloré, ce qui sera nouveau dans ce qui va se jouer demain, parce que je trouve que c'est très intéressant, au-dessus ou au-dessous ou à côté des 2 couches des paroles plus narratives en français et en espagnol, qui racontent en style indirect, voilà, les Espagnols sont arrivés, le volcan est rentré en éruption, les Aztèques buvaient la cendre, etc. Là, la chanteuse incarne Alpaya en direct, en style direct. C'est-à-dire qu'elle chante, elle est Alpaya. Et en même temps, c'est une voix qui se mélange et qui épouse la narration, le contenu, le fil dramaturgique narratif. Alors, il y a une autre couche vocale, je l'ai dit tout à l'heure, en direct et non pas préenregistrée, c'est les voix des 4 percussionnistes qui égrènent les noms des volcans. Slamet, Subing, Emikusi, Kerichi et Racha. Ces noms sont malaxés. On parlait tout à l'heure de la physicalité des mots. Moi, j'appellerais ça une mendication sonore ou une percussion vocale. Et parfois, vraiment, ces paroles percutantes, ces paroles rythmiques sont exactement au même niveau que les percussions, c'est-à-dire les autres instruments de ces instrumentistes. Je vous fais passer un extrait. Bon, c'est pas terrible au niveau des voix. Les noms des volcans sont Djede, Pelé, Penanjacan et Kelimutu. Vraiment, là, pour en revenir au rapport entre sens et musique, entre un peu l'enjeu du mythe de Marsyas, là, du duel entre Marsyas et Apollon, je trouve que là, il y a vraiment un travail qui a été fait, qui est très, très extrêmement travaillé, extrêmement savant, mais pour donner une espèce de jaillissement du mot, de jaillissement musical et d'interpénétration entre la couche sonore, couche musicale et la couche du sens.
Alors, il y avait tout un travail sur l'articulation sonore, très précisément sur les sons fricatifs, les plosifs, les sons labiaux et les sonorités vibrantes. Donc, c'était un travail presque à la fois sonore et sémantique. Voilà, je dirais que cette texture délivre du sens, le sens de la narration. On arrive à recoudre ces éructations de mots pour retrouver le sens de la narration, sans que le sens soit une sorte d'inscription dans le marbre, comme le sens apollinien, le logos apollinien, mais c'est plutôt une sécrétion, et là ça rejoint mon travail de théorie de l'art, où j'essaye de remettre en avant la dimension sécrétoire de la création. C'est une sorte de suintement du sens qu'il s'agit pour nous de boire par l'écoute sonore. Et je pense qu'il y a une écoute très, très particulière de ce genre de musique. Alors, il y a encore une couche, bien sûr, sonore que je n'ai pas évoquée, c'est les percussions. Bien sûr, c'est la couche qui prend le plus de place, qui a presque une dimension de voix aussi, curieusement. Je vous fais écouter un extrait. Vous voyez, au début, il y a des sonorités assez fluides, et puis petit à petit, il y a ces sonorités des woodblocks, qui sont les espèces de cubes noirs que vous voyez là, qui font des choses comme ça, qui pour moi prennent presque le statut d'une voix, mais d'une voix un peu sauvage, un peu comme un drôle d'insecte, quelque chose de l'ordre de l'animal. Et puis, voilà, donc c'est quelque chose qui émerge de nappes beaucoup plus fluides. Alors peut-être que là je suis en train de parler d'images, parce que je ne parle pas en musicologue, mais c'est plutôt avec des images et avec du tactile. Et justement, alors ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la dimension tactile de cette œuvre pour percussion, qui est évidente. Les percussions, c'est les instruments du toucher par excellence, peut-être. Et en tout cas, ici, pour la musique de Bruno Ducol, c'est une musique tactile autant que sonore, et visuelle bien sûr. Mais j'ai relevé quelques indications dans la partition aux instrumentistes, avec les doigts, griffer, chiquenaude, étouffer la peau avec l'avant-bras, frotter lentement, etc. Enfin, il y en a un certain nombre de cet acabit qui font de cette musique vraiment une musique tactile. Bon, et puis